Alors, c'est un mot de l'Afrique, du golfe de Guinée, c'est un mot africain, qui signifie rapidement le crime de l'homme blanc. Le crime de l'homme blanc. Alors, dans l'historiographie telle qu'elle nous est présentée, on appelle ce crime la traite négrière. Traite, c'est une sorte de commerce, un business sur les nègres. Les populations qui l'ont subi, dans leur langue, on n'appelle pas ça un business. Elles disent c'est un crime de l'homme blanc, Yovoda. Et donc, pour changer de point de vue, pour me mettre en tant qu'Africain, d'un point de vue africain, je reprends ce thème contre celui qui m'a été proposé par Bwana et qui ne me satisfait pas intellectuellement. Donc, Yovoda, c'est d'abord l'histoire des déportations, mais c'est surtout la conjoncture historique de ces déportations. Parce que c'est quand même une défaite. Les gens arrivent, c'est par la force qu'ils imposent ce système. Mais cette défaite, nous ne sont pas encore sortis. Donc c'est toute l'histoire qui naît à partir de ces déportations jusqu'à nos jours, jusqu'à l'assassinat de tous les leaders panafricanistes depuis les indépendances, c'est toute cette conjoncture historique que nous appelons Yovoda. Donc au sens strict, c'est le crime fondateur de cette conjoncture. Au sens large, c'est toute la conjoncture née de cette histoire, de ce crime. Et c'est très important de poser qu'il s'agit d'un crime. Ce n'est pas une traite, c'est un crime. Si je fais du commerce avec toi, je ne suis pas obligé de te poignarder ou bien de violer tes enfants. Il y a des gens qui assassinent des hommes pour les dépecer et vendre leurs organes aujourd'hui où nous parlons. Personne n'appelle ça un commerce, c'est un crime. Même si leurs motifs étaient exclusivement commerciaux, c'est un crime. Et c'est d'abord cela et ce n'est que cela. Donc, taire la dimension criminelle de l'événement pour ne considérer que sa dimension de traite, de commerce triangulaire et de ceci, c'est une foutaise. C'est une insulte à l'intelligence. Voici pourquoi je préfère désormais le thème de Yovoda. Il y a aussi celui de Mahafa qui est proposé dans la littérature anglo-saxonne. Voilà. Moi, j'ai constaté au niveau des... Enfin, j'ai dit, après, excuse-moi. J'ai dit, j'ai proposé, c'est pas moi qui ai proposé. J'ai récupéré un thème qui existe dans la littérature, je crois que qui est venu dans ces dernières années. Et donc, je l'ai récupéré, je l'ai mis un peu en avant en l'introduisant dans le titre d'un ouvrage. Il me semble que c'est l'une des premières fois où c'est fait. Voilà. La preuve de la résistance, pour moi, ils ont mis ça, par exemple, à Gorée sur des îles. Donc, quand il y a deux îles qu'on ne parle pas, c'est Saint-James en Gambie. J'ai cherché Saint-James, Saint-James en plein fleuve de la Gambie. Et l'autre île, c'est Caraban. Mais on n'en parlait jamais. Caraban, c'est en Casamance. Et c'est récemment que j'ai trouvé ça, que c'était aussi un point où regrouper les gens. Donc, j'avais la défense. Donc, c'était des îles pour isoler carrément les... Parce qu'il y avait des peuples qui allaient combattre pour reprendre les gens. Donc, tels que les Bidjagos en Guinée-Bissau, ils allaient carrément attaquer les navires. Donc, ils ont préféré finalement exiler les gens donc, dans les coins perdus, quoi. Oui, alors dans une des sessions, ce que tu dis, dans une des sessions des études panafricanistes que nous avons faites pendant toute une année ici, j'avais montré un schéma où on voit que le système des forts et des îles, enfin les forts et les îles forment ensemble un réseau, un système. Et souvent, on ne le comprend pas comme un système. Regardez la carte de l'Afrique. Là où il y a des îles au large, ces îles servent de base arrière aux razzias. Là où il n'y a pas d'îles au large, on crée des forts qui servent de base de plaques tournantes à ces razzias. Et ces forts, bien entendu, sont dotés de canons. Voici des gens qui sont venus faire du commerce tranquillement, avec des nègres qui avaient trop d'esclaves et qui ne savaient pas quoi en faire et qui étaient contents de les vendre, mais qui chaque fois qu'ils ont bâti un centre commercial de cette activité, ils avaient des canons. Et là où il y avait des îles, ils ne pouvaient pas le besoin de créer ce fort avec des canons. Parce qu'ils pouvaient avoir une base arrière qui est cette île. Et prenez, Madère, c'est le premier centre d'exportation du sucre dans les premiers siècles de la traite, du Yovoda. Après Madère, c'est São Tomé. Et quand vous regardez São Tomé, c'est en face du bassin du Congo, du fleuve Congo. Et le bassin du fleuve Congo est réputé avoir donné quelques
au moins 40% de la population déportée. Au moins 40% de la population africaine déportée est sortie du bassin du fleuve Congo. Quand vous entendez en diaspora Kilombo, ça c'est du vocabulaire Congo. Kilombo, c'est du vocabulaire Congo. Quand vous entendez un leader de la résistance en diaspora qui s'appelle Nganga Nzumbi, ça c'est du vocabulaire Congo. Nganga, c'est le prêtre. Le prêtre. Zumbi, c'est son nom. Par ce nom, par cette dénomination, il dit d'où il vient. Et bien entendu, ça on ne vous le dit pas, que le système des îles et des forts est pensé stratégiquement pour attaquer le continent. C'est un dispositif militaire d'agression. C'est comme aujourd'hui le dispositif des bases militaires. En Afrique. Sauf que, voilà, si on considère une base chacune en tant que telle, on ne comprend pas que c'est les bases prises ensemble. Pour bombarder la Côte d'Ivoire, il faut qu'on ait prévu, anticipé la possibilité de décoller depuis Libreville. Ou Gambie. Ou Centrafrique. Sénégal, mais en l'occurrence c'était Libreville, parce que le Sénégal était politiquement trop mouillé dans la combine, et que bon, militairement... Donc ils sont partis de Libreville alors. Mais oui. Ouais. Les bases, ça sert à ça, c'est ce que je suis en train de dire. Hein. Ça sert à ça. Et donc, on n'a pas cette connaissance. Enfin bon, bref, je ne veux pas développer cet aspect, ce n'est pas ce qui nous intéressait, mais je voulais signaler cela. Je voulais en profiter pour dire que les premières colonies européennes en Afrique, ce n'est pas celle de la conférence de Berlin en 1885, hein. Celle validée par la conférence de Berlin. Ce sont ces îles que je viens de vous citer. Or, les premières sont colonisées à partir du XVe siècle. Au début du XVe siècle. Ceuta, c'est dans les 1414. Oui, c'est ça. Dans les 1420. São Tomé, c'est dans les 1470. Madère, a fortiori, c'est encore plus tôt. Puisque, bon, plus on avance, plus on s'éloigne et plus tard advient. Mais jusqu'à la fin du XVe siècle, tout le dispositif insulaire est préparé. Le premier fort à être construit, c'est le fort d'Aguin, c'est en 1460, dans les années 1460. Donc la colonisation de l'Afrique n'a pas commencé au XIXe siècle. Sauf que, entre-temps, à la fin de ce fameux 15e siècle, en 1492, ils ont découvert l'Amérique. Comme la population européenne n'est pas si importante, ils ne peuvent pas occuper un immense continent qui est l'Amérique et occuper aussi l'Afrique. Ils mettent en parenthèse la colonisation de l'Afrique et colonisent l'Amérique et occupent l'Amérique. À partir du moment où les colonies européennes d'Amérique vont réclamer leur indépendance et faire la guerre contre les métropoles, c'est au 19e siècle. Ça commence avec Haïti donc, mais ça se poursuit pendant le mouvement bolivariste, etc. Et bien à partir de ce moment, on va se dire, ah mais il y a l'Afrique là, on n'avait pas fini le travail. Donc c'est pour cela qu'au 19e siècle, ils reprennent, mais ça a commencé dès le 16e siècle. On ne vous le dira jamais dans les ouvrages, c'est pour ça qu'il faut acheter les miens. Ouais, bon, je fais mon farotage un peu. Hein. Bon. Alors, y a-t-il d'autres questions?